Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de podcast Milly Framboise. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le troisième avis lecture que je fais sur cette chaîne. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. J'ai pourtant eu un bon rythme de lecture courant janvier, mais comme je ne vous parle que des livres que j'ai bien aimés, et bien voilà, en janvier, j'ai eu un peu de tout, des déceptions, des lectures moyennes et des très bonnes lectures. Donc forcément, j'ai pris mon temps pour vous faire ce podcast. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous parler de 4 livres, dans l'ordre où je les ai préférés, plus ou moins, voilà. Et donc c'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit du tome 13 de la série Agatha Raisin, Chantage au presbytère de MC Beaton. C'est un cosy mystery. Alors je ne vais pas vous faire un trop gros résumé parce qu'on en est déjà au tome 13, mais en fait la série d'Agatha Raisin, donc il y a un fil rouge avec la vie privée d'Agatha. Entre le tome 1 et le tome 13, sa vie privée évolue. Par contre, en ce qui concerne les enquêtes, c'est des enquêtes indépendantes, donc on peut lire les tomes les uns indépendamment des autres, je pense. Après, bon, moi personnellement, je préfère toujours démarrer une série avec le premier tome, mais si vous n'avez pas envie de démarrer par le premier tome, ça peut être possible. Après, comme je vous dis, c'est juste le côté vie privée d'Agatha où vous allez peut-être être un petit peu perdu puisque sa vie évolue pas mal en termes de vie privée. Mais en ce qui concerne les enquêtes, il y a une enquête par tome et l'enquête est clôturée à la fin du tome. Donc voilà, c'est vraiment des enquêtes à part entière. Donc dans ce nouveau tome 13, eh bien, il y a le nouveau vicaire de l'église dans le petit village de Carcely, là où habite Agatha Raisin, dans la campagne anglaise, qui est retrouvé mort dans l'église. Et donc Agatha va mener sa petite enquête. Donc en ce qui concerne mon avis, eh bien pour moi c'est toujours un plaisir de me replonger dans cette série. Dès que j'ai envie d'un moment un petit peu lecture doudou, eh bien je me replonge avec grand plaisir dans cette série. Je me réserve toujours des tomes d'avance, comme ça je sais que j'en ai dans ma palle qui m'attendent. Et quand j'ai envie, hop, et bien voilà, je me fais un petit Agatha Raisin. J'adore toujours cette ambiance cocooning du village de Carcely avec ses personnages attachants. Bon, Agatha Raisin, elle a toujours ce petit caractère qui la fait passer un petit peu pour une femme plutôt antipathique. Mais bon, on est habitué, j'en suis au tome 13, donc je m'y suis habituée depuis. Et en ce qui concerne ce tome 13, les moins, parce que alors pour chaque avis lecture, je vous fais toujours les plus et les moins. En ce qui concerne les moins dans ce livre, j'ai parfois trouvé des petits moments qui sont un peu longs, qui font pas trop avancer l'histoire, mais ça c'est un petit peu dans chaque tome d'Agatha Raisin. Mis à part ça, c'est toujours un réel plaisir, c'est une lecture cosy. Donc voilà, moi ça me fait toujours passer un bon moment de lecture et je lui ai mis 16 sur 20. Je vous parle ensuite de L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Juliane Noll. Il s'agit d'une comédie romantique de Noël que j'ai lue fin décembre. Alors, en ce qui concerne l'histoire, c'est l'histoire de Lily qui veut reprendre le café de sa grand-mère qui a été mise en EHPAD. L'histoire se passe dans un petit village des Alpes en hiver. Le café a été laissé à l'abandon pendant trop longtemps, du coup la famille de Lily va la décourager de se lancer dans un tel projet de rénovation. Mais Lily, c'est pas une personne, c'est pas le genre de personne qui se laisse abattre. Et en plus, elle est trop attachée à ce café, donc elle va décider de quitter Lyon, là où elle vit, de façon temporaire pour aller s'installer dans ce village. Et comme ça, elle pourra suivre l'évolution des travaux. Elle sera aux premières loges. Et donc, contre l'avis général de toute sa famille, elle va se lancer à corps perdu là-dedans, parce qu'elle veut tout faire pour que sa grand-mère puisse y passer Noël. Et là-bas, elle va retomber sur un ami d'enfance qu'elle n'avait pas revu depuis une quinzaine d'années. En ce qui concerne mon avis, c'est une petite comédie romantique de Noël que j'ai bien aimée. J'ai bien aimé l'ambiance cocooning de ce petit village des Alpes tout enneigé. J'adore toujours voir les petits villages de montagne enneigés, c'est vraiment très joli. C'est idéal à lire aux alentours de Noël ou en hiver. Moi, je l'ai lu quelques jours après Noël, donc voilà, Noël était passé déjà, mais ça m'a pas dérangé de me replonger dans cette ambiance noëlesque, entre guillemets, puisque finalement Noël n'arrive qu'à la fin du livre. On va suivre tout le long Lily qui reprend ce café et les démarches qu'elle va accomplir pour y arriver, etc., etc. Donc on peut très bien le lire même courant janvier sans problème. J'ai trouvé les personnages attachants, l'héroïne Lily aussi attachante. J'ai beaucoup aimé sa relation avec sa grand-mère, c'était très touchant. Qu'elle fait tout pour que sa grand-mère puisse passer Noël dans son café.
puisque malheureusement sa grand-mère perd de plus en plus la mémoire. Du coup, il y a des choses qu'elle se rappelle plus et Lily avait essayé de lui faire revivre des bons moments quand sa grand-mère tenait ce café. La romance était toute mignonne, c'est le type de romance toute mignonne que j'aime, qui me rappelle un petit peu aussi les téléfilms qu'on peut voir sur M6, TF1 ou certaines romances de Noël sur Netflix aussi. C'est tout mignon, même si là je trouvais qu'elle était mise au second plan. C'est pour ça que je dirais pas forcément que c'est une romance de Noël pure, parce que je l'ai trouvée quand même mise au second plan. Ce qui est au premier plan, c'est plutôt le fait que Lily veuille remettre ce café à neuf et accueillir à nouveau des clients. Voilà, c'est plutôt ça qui est mis en avant, et la romance, eh bien, elle est derrière, quoi. Elle est là, elle est présente, mais elle n'est pas mise au premier plan, je trouve. Donc voilà, c'est une petite romance sans prétention, on va dire. Enfin, c'est une comédie romantique de Noël qui ne révolutionne pas le genre, hein. On est vraiment dans la même lignée que d'autres romances de Noël. Ça fait passer un bon moment de lecture, mais rien de transcendant non plus. Mais voilà, moi je ne me suis pas du tout ennuyée, j'ai passé un chouette moment de lecture et c'est tout ce que je demande à ce genre de livre. Du coup, je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai lu Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino. C'est un contemporain. Nous sommes en 2012, on va suivre 3 jeunes délinquants qui vont trouver refuge dans une bâtisse abandonnée. Il s'agit en fait d'un ancien bazar. Alors qu'ils discutent tranquillement de ce qu'ils vont faire ensuite, ils vont entendre tout à coup un petit bruit et ils vont voir que c'est une lettre dans une enveloppe qui a été déposée derrière le rideau métallique du bâtiment. Cette lettre est particulière, elle a été écrite 32 ans plus tôt. C'est une femme qui a besoin de conseils. Et donc, après réflexion, ils vont décider, ces 3 garçons, de répondre à la lettre. Sauf que quelques secondes plus tard, une deuxième lettre va arriver, elle aussi venue du passé. Je continue avec grand plaisir ma découverte de la littérature asiatique et je suis contente de sortir de ma zone de confort pour découvrir des livres comme celui-ci. Alors, Keigo Higashino, je connais de nom, je crois que c'est un auteur de polar plutôt dans le monde de la littérature japonaise. Mais ici, il n'y a rien de policier, hein. C'est vraiment un roman contemporain. J'ai trouvé ce roman très original, avec une part de réalisme magique, ce qui n'est pas du tout ma tasse de thé habituellement, mais là, ça l'a fait, puisque comme je vous dis, comme je suis dans une optique d'ouverture d'esprit, et y compris dans la littérature, de ne pas toujours lire que des choses qui me tentent et qui me font... Enfin, que des choses que j'ai l'habitude de lire, plutôt j'ai envie de découvrir d'autres choses, et du coup le réalisme magique je connaissais très peu, et là j'ai été charmée, j'ai beaucoup aimé, ça ne m'a pas du tout dérangée, et donc pour le coup je l'ai trouvé très original. Après, je l'ai trouvé original parce que je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre. Peut-être que vous, si vous avez l'habitude du réalisme magique, ça va pas vous paraître original. J'ai aimé voir les points de vue des jeunes dans le présent, donc à la fois des jeunes dans le présent et des personnes qui écrivent les lettres dans le passé. On va suivre la vie de plusieurs personnages. C'est une sorte de roman choral aussi, où on va suivre la vie de plusieurs personnages qui ont des soucis, qui ont des choix à faire dans leur vie, et c'est comme ça qu'ils vont écrire au bazar. Ils ont besoin de conseils et on va comprendre pourquoi ils écrivent ces lettres, pourquoi ils ont besoin d'être guidés dans leur vie. Alors il y a un petit côté développement personnel, mais bon, très peu quand même, parce que c'est quand même des jeunes qui leur donnent des conseils, et bon, on voit que c'est pas un coach de vie qui est derrière ces conseils, hein. On voit que ça a été écrit de la main de jeunes, donc c'est pas forcément très prononcé le côté développement personnel, mais un petit peu quand même, parce que c'est un rapport avec les choix qu'on peut faire dans la vie, et les choix qui vont déterminer aussi eh bien, ce qui va se passer dans notre avenir. J'ai beaucoup aimé aussi, c'était la vision du Japon des années 70-80, notamment au niveau social et culturel. C'était très intéressant. Donc moi, je connais très très peu le Japon, et encore moins dans ces années-là. Donc c'était très intéressant de voir l'évolution sociétale, culturelle, voilà, qu'il y avait à l'époque et jusqu'à aujourd'hui. C'était intéressant ce côté-là. Le titre du livre, j'ai trouvé qu'il portait très bien son nom, parce que le bazar est un personnage à lui tout seul. Il est vraiment quasiment dans tout le livre, il a un rôle prédominant dans l'histoire, ce bazar Namiya. C'est vraiment le centre de l'histoire. En fait, si vous voulez, l'histoire c'est le bazar Namiya, et après vous avez des branches qui tournent autour, et les branches c'est les personnages en fait qui sont autour de ce bazar. Donc c'est vraiment le bazar a vraiment un rôle central dans l'histoire. Et sinon, en ce qui concerne les côtés un petit peu moins positifs, j'ai trouvé que c'était un peu long parfois. Certains passages m'ont un petit peu ennuyée.
mais vraiment certains passages, hein, parce que dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Mais voilà, il y avait certains passages où, bon, j'étais pas forcément à fond derrière tout le temps. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était un très bon roman contemporain, réalisme magique. J'ai vraiment beaucoup aimé et je suis très contente de poursuivre ma découverte de la littérature asiatique en lisant ce genre de livre. En tout cas, ça me donne envie d'en lire d'autres. Et ce qu'il y a de bien aussi dans ce livre, c'est que j'étais plongée dans l'histoire tout de suite. En fait, dès la première page, on a tout de suite des dialogues des 3 jeunes délinquants. Et du coup, on est mis tout de suite dans le vif du sujet. On se demande qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes. Et ils vont, au bout de 3 pages, ils sont déjà dans le bazar. Donc voilà, il n'y a aucune mise en place trop longue au début de l'histoire, ça se fait très rapidement. Donc voilà, moi c'est un livre que je ne peux que vous conseiller si vous avez envie, vous aussi, de changer un petit peu de genre, pourquoi pas, de découvrir ce livre. Je lui ai mis la note de 16/20. Et enfin, je termine avec ce livre, La fille d'à côté de Mariana Zapata. C'est une romance contemporaine et c'est le livre que je retiendrai de cet avis lecture. C'est le livre que j'ai préféré. Donc, en ce qui concerne le résumé, l'histoire se passe à Austin, aux États-Unis. On va suivre l'histoire de Diana, qui vient d'acheter une maison dans un quartier agréable. Diana, c'est une jeune femme de 29 ans. Elle y vit avec ses 2 neveux de 5 et 10 ans. Donc, je vous laisserai lire le livre pour savoir pourquoi elle vit avec ses 2 neveux. Ça fait partie un petit peu de... pas du suspense, parce que c'est pas un suspense, mais on va dire une petite révélation. Donc, je vais pas vous la dire ici. Elle va faire la rencontre de Dallas, son charmant voisin, qui est aussi entraîneur de baseball. Seulement voilà, Dallas est marié. Alors, il est en instance de divorce, mais il est quand même toujours marié. Et pour Diana, c'est inenvisageable d'avoir une relation avec un homme marié. Mais malheureusement, Diana aura de plus en plus de mal à retenir son attirance pour lui. Donc en ce qui concerne mon avis, j'ai beaucoup de choses à dire, donc c'est parti. Alors en ce qui concerne les points positifs, parce que là j'ai beaucoup de points positifs et j'ai, on va dire, un gros point négatif. Donc je vais vous en parler tout de suite. D'abord les points positifs. Donc pour moi c'est un coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour cette romance qui fait 540 pages, hein, c'est un gros pavé que j'ai dévoré en 3 jours. Voilà. C'était complètement addictif, mais vraiment addictif. Je n'avais qu'une envie quand je reposais le livre, c'était de le reprendre. Des fois, je me disais, bon, il faudrait peut-être que j'aille préparer à manger, vite, je partais manger, et vite, j'avais qu'une envie après manger, c'était de me remettre dedans et de le lire à fond. Je passais des heures à lire ce livre. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé d'être à fond dans un livre comme ça, mais vraiment, je me souviens pas la dernière fois où j'ai été autant à fond dans un roman. J'étais au taquet, littéralement. Pourtant, il ne se passe pas grand-chose, hein. On suit le quotidien de Diana, ses neveux, les échanges qu'elle a avec Dallas, le rapprochement qu'elle va avoir avec Dallas. Mais malgré tout, c'est hyper addictif. C'est le style de romance qui est hyper addictif. Et donc, pour moi, l'énorme point positif de cette romance, c'est le style de la romance, parce que dans la romance, il y a plusieurs sous-genres, on va dire. Et là, alors, c'est pas que j'ai découvert ce mot, c'est que je l'avais déjà entendu, mais je ne l'avais pas encore intégré, on va dire. Donc là, je me suis plus renseignée. Et en fait, il s'agit de la romance qu'on appelle slow burn. J'ai trouvé en fait un site internet, un blog qui parle du slow burn. Je vous mettrai le lien du blog dans la barre d'infos. Et donc, je vais vous dire rapidement en quoi ça consiste. Donc j'ai trouvé cette définition du slow burn sur le blog alivreouvert.net. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Et donc la personne dit littéralement l'expression anglaise slow burn signifie combustion lente ou encore brûler à petit feu. Donc le slow burn, pour faire simple, c'est l'anti-50 nuances degrés. Les personnages se rencontrent, ils éprouvent une forte attirance, mais la séduction n'intervient vraiment qu'à la fin du livre et tout l'intérêt de l'histoire d'amour, c'est justement l'attente. L'intérêt du slow burn, c'est de jouer avec les nerfs des lectrices. Vous savez d'avance que le couple principal de l'histoire va finir ensemble, mais l'auteur joue avec vous. Il ne vous donne pas tout de suite ce que vous attendez fébrilement. Et pour vous faire patienter, l'histoire peut même vous lancer sur de fausses pistes. Voilà, donc là ce que je viens de vous lire, ce sont les lignes qui sont écrites sur le blog, donc je rends à César ce qui appartient à César, hein, voilà. Je ne m'attribue pas le mérite de cette définition, je l'ai bien trouvée sur le blog alivreouvert.net.
.net. Et alors, je me rends compte que la romance slow burn, c'est vraiment le type de romance que je préfère, mais 1000 fois. Qu'est-ce que j'aime ça? Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu une romance comme celle-là. J'ai adoré l'évolution des deux personnages principaux qui est vraiment flagrante. On voit vraiment bien les différentes phases par lesquelles ils passent. Au début, on s'adresse à peine la parole. Ensuite, on devient amis. Ensuite, il y a une bascule. On voit vraiment la bascule en mode séduction des deux côtés jusqu'à, évidemment, éprouver des sentiments amoureux. On voit vraiment ces différentes phases. Je trouve que l'auteur, elle a vraiment super bien fait ça. On le voit clairement. Il y a une seule scène de sexe en 540 pages. Alléluia, parce que ça aussi, les romances un peu comme ça, new adulte, etc., je n'en lis plus depuis des années parce que je ne supporte plus de voir des scènes de sexe à chaque chapitre. Je ne vois pas du tout l'intérêt de faire ça dans une romance. Ça n'apporte rien à l'histoire en général. Donc du coup là j'ai été ravie. Moi ce qui m'intéresse de lire, c'est pas les scènes de sexe, c'est le jeu de séduction qui s'installe, les petits rapprochements qu'il y a entre les deux personnages principaux. C'est pour ça que je lis de la romance. Et en fait ce livre-là, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que j'aime la romance en fait. C'est cette romance à elle toute seule, c'est quasiment tout ce que j'aime. Quasiment parce que il y a le gros point négatif que je vous dirai juste après. Mais voilà, c'est ce genre-là de romance que moi j'adore en fait. Donc le slow burn, si vous avez des idées de livres à me conseiller, si vous avez déjà lu des romances slow burn, n'hésitez surtout pas à me faire des recommandations dans les commentaires parce que limite je n'ai envie de lire plus que ça maintenant comme romance. J'adore. J'ai eu des papillons dans le ventre mais plein de fois. Des fois je lisais, j'étais presque en apnée, j'étais au taquet avec Dallas et Diana. C'était émouvant aussi, j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux, notamment avec la relation qu'a Diana avec ses neveux qui m'a énormément touchée, ses neveux qu'elle considère comme ses enfants. J'ai trouvé ça vraiment très touchant plusieurs fois. Il y a aussi certains obstacles, entre guillemets, qui viennent pimenter un peu l'histoire, donc ça c'est bien parce que comme je vous ai dit, il ne se passe pas non plus 3 milliards de choses dans ce livre, hein, ça reste quand même une romance. Mais du coup voilà, il y a des petits événements par-ci par-là qui viennent pimenter l'histoire. Et donc en ce qui concerne le gros point négatif que j'ai trouvé à ce livre, c'est que Dallas, donc le personnage principal masculin, est un cliché à lui tout seul, mais vraiment. Donc il est grand, il est sportif, il est sexy, il est tatoué, il est un peu renfermé sur lui au début, pas très avenant. Bref, tout ce que je n'aime plus dans les romances, puisque avant j'en lisais beaucoup, un peu comme ça, et je me suis très vite lassée. Je n'aime plus lire des romances où le gars est décrit comme le mec parfait physiquement et que les auteurs s'attardent sur leur physique. Après, heureusement ici, ce qui a fait que j'accrochais malgré les descriptions de l'auteur, c'était que Diana, même si elle le trouvait beau gosse, elle ne bavait pas non plus sur lui, vous voyez. Elle n'était pas là en train de se répéter sans cesse à longueur de temps mon Dieu qu'il est beau mon voisin. Non, on n'en était pas là et heureusement parce que sinon j'aurais abandonné dès les 10 premières pages. J'ai continué. Parce que voilà, on sait assez rapidement que Dallas est sexy et tatoué. Et là, je me suis dit, non, si ça part comme ça va pas le faire. Gros cliché, etc. En plus, il y a d'autres personnages masculins qui vont graviter autour d'eux, qui sont aussi beaux gosses, aussi tatoués. Bon, voilà. Donc heureusement que je n'ai pas abandonné l'histoire et que j'ai continué, heureusement, parce qu'au final ça a été un coup de cœur. Je suis contente d'avoir réussi à passer outre ce gros point négatif, moi, qui me saoule dans les romances. Si vous êtes comme moi, je vous conseille quand même de découvrir cette romance. Et si vous êtes comme moi et que ça vous saoule aussi les descriptions physiques des personnages masculins trop parfaits, on va dire, au niveau du physique, sexy, tatoué, machin, peut-être passer outre et vous verrez que c'est magnifique en fait. C'est une romance qui est trop belle et qui prend son temps et en fait c'est ce que j'adore. Le fait que la romance elle prenne tout son temps pour s'installer, c'est le gros point fort et c'est ce que je retiendrai de cette histoire. Je suis très contente de l'avoir découverte et j'aimerais vraiment lire d'autres types de romances slow burn, donc n'hésitez pas à me conseiller si vous en connaissez quelques-unes. Je lui ai mis la note de 18/20. Et voilà, cette vidéo podcast avis lecture est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé, et sinon si je vous ai donné envie d'en découvrir quelques-uns, je l'espère en tout cas, puisque là c'est vraiment 4 bonnes lectures et un coup de cœur à la fin, donc c'est chouette. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, à mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.